les objectifs entre national et qui à la fois le national, le régional, les équipes terrain, qui soient toutes réunies et qui disposent du même niveau d'information sur ces sujets-là. Donc, on puisse ensuite, chacun sur son périmètre, puisse être animé un petit peu de ces enjeux-là pour ces actions, ces réflexions au quotidien. On va démarrer avec l'intervention de Christine Kowalczyk, Dr Kowalczyk, qui je laisse la parole. Alors, vous avez votre micro qui est coupé, du coup. Alors, peut-être que je peux l'activer. Oui, bonjour. 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 Bonjour, donc je vous remercie à tous là. Je ne pensais pas que je parlais en premier. Alors, du coup, je ne m'y attendais pas. Donc voilà, bon, je viens juste de terminer mes consultations, donc c'est un petit peu, voilà, il faut que je sorte de mes consultations là en fait, hein, au niveau. Donc du coup, pour nous, le but de la e-santé, notre investissement que nous avons eu, donc je suis la présidente de l'URMLOI, effectivement, l'Union régionale des médecins libéraux de l'océan Indien, et donc du coup, enfin, je suis très contente de participer à un événement où il y a tout le monde qui se communique et qui se rassemble parce qu'on travaille trop en silo et on travaille justement tous un peu séparés. Donc voilà, donc du coup, l'idée, en fait, la demande qui m'a été faite, c'est de m'exprimer sur nos demandes à nous de professionnels de santé libéraux. Et clairement, nos professionnels de santé libéraux, mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes, c'est d'être tout simplement, d'avoir de l'interopérabilité, quoi. On veut que ça aille vite, on a besoin d'aller vite, on a un quart d'heure par patient, il faut voir qu'après, à chaque patient, il faut les écouter, il y a un temps d'écoute qui est de plus en plus long. Et si on doit passer 2 heures, en plus les patients n'aiment pas hein, qu'on soit devant notre ordinateur et qu'on bloque via l'ordinateur. Et donc on aimerait bien que ça soit souple en fait, hein, que ça soit vraiment souple. Donc on accompagne le GCS depuis quelques années maintenant en fait. Hein, on a fait plusieurs projets. Le premier projet sur lequel on est rentré avec Thésis, c'était un projet où on avait un partage de l'équipe de soins. Ça s'appelait Qui me suit ? Et je pense que c'est aussi la base de la prise en charge de nos patients, c'est-à-dire qu'en fait, le partage des données ne pourra se faire que si c'est le patient qui identifie à qui il veut bien les partager. Et pour l'instant, on fonctionne un petit peu à l'envers, en fait, où chaque logiciel fonctionne de manière individuelle et ne transmet pas les données les uns avec les autres, en fait. Hein. Donc voilà, donc la mobilisation de tous les acteurs et au niveau d'un plan de santé, Ma Santé 2022, c'est vraiment en fait qu'on aille tous ensemble vers ça, vers un partage de données via les usagers, avec des outils pratiques, interopérables, qu'on n'ait pas à tout reprendre. Moi, je le dis souvent, je n'ai pas fait médecine et donc Bac+10 pour faire du copier-coller, hein, ça c'est clair. Et malheureusement, on en est trop là-dessus et on passe notre journée à refaire du copier-coller pour envoyer à nos différents intervenants. Là, je parle du médecin traitant, mais c'est inversement pour les spécialistes. Envoyer à chaque personne, en fait, ce qu'on connaît du patient. Et je trouve que cette connaissance en même temps du patient est vraiment extrêmement importante. Donc voilà. Donc, au niveau de la réunion, moi, ce que j'ai apprécié dans l'idée de Thésis, quand ils nous l'ont présenté, on était très méfiants au début. On était là, ils veulent nous avaler nos données de santé. Et le concept en fait de la plateforme avec plusieurs briques qui permet qu'effectivement on ait au même endroit plusieurs renseignements, mais que ça soit structuré. Donc il y a le DMP, ça on est bien d'accord, mais qui n'est pas encore finalisé. Et donc après qu'on puisse finaliser cela avec le DMP et que cet échange, on puisse permettre une expertise, parce que le lien ville, le lien entre le médecin spécialiste et le médecin généraliste est souvent un petit peu oublié. Et c'est la prise en charge de qualité qui est importante, c'est la prise en charge entre ce spécialiste et le généraliste. Une rhinopharyngite, on va le gérer toute seule à notre cabinet, on n'a pas besoin de mélanger, de partager les données. Mais lorsque vous voulez avoir un avis pour une pathologie, je pense que tout le monde est là-dedans en tant qu'usager. Là, je vous interpellais en tant qu'usager. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même content que nos données soient partagées, qu'on ne soit pas obligé de répéter 10 fois la même chose. Je dis aussi souvent que le patient ne doit pas être un répondeur enregistreur. Ça, c'est quelque chose d'important, en fait. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Vous direz au machin, vous direz à tel, vous direz à un tel. Or, ça, il n'y a rien de pire parce que finalement, c'est déformé. À la fin, ça finit complètement déformé. Donc effectivement, d'avoir une structure qui permette de partager, c'est important, et que ce soit le patient qui, en plus, le dise. Voilà pour moi l'intérêt de travailler dans la e-santé et de faire évoluer cette e-santé et cette interopérabilité pour ça. Que le médecin ne soit plus un copier-coller, ne soit plus un rédacteur de Word, et que le patient ne soit plus un répondeur enregistreur.
Merci. Alors, du coup, on a Christine Kovacic qui nous a exprimé la voix. Alors, est-ce qu'on voit la présentation des médecins? Vous voyez bien l'écran, du coup? Partagé tous? Oui. Oui, ok, parfait. Alors, comme c'est une présentation qui est poussée par plusieurs acteurs, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait d'abord se représenter, chacun, dire ce qu'on fait. Donc, je vais laisser le national commencer à présenter la DNS, du coup. Mathieu, si tu es là. Oui, pardon, désolé. En fait, comme on parlait de la DNS, je n'ai pas osé prendre la casquette DNS. Donc, moi, je suis Mathieu Slozard, je suis chargé, responsable de mission à l'ANS pour le coup, et je la présenterai dans la foulée. Donc, très rapidement, donc oui, comment c'est structuré au niveau de l'Union nationale. Alors, il y a plein d'autres acteurs avec qui on travaille, mais effectivement, la DNS a le rôle de piloter les chantiers de transformation numérique. Elle est notamment à la tête de la fameuse feuille de route virage numérique 2022. Et elle porte aussi le pilier numérique du Ségur, dont on parlera. Sur l'Agence du numérique en santé, donc on construit, la première mission de l'Agence du numérique en santé, c'est de construire les référentiels et les outils e-santé au niveau national. Mais on a toute une partie accompagnement, déploiement, etc., travail avec les régions, qui nous amène à travailler ici ensemble. CGSS, parler de la mission de la CNAM. C'est bon. La mission de la CNAM donc, consiste effectivement à faire le lien avec les directives nationales, hein, puisqu'il s'agit au niveau de l'assurance maladie, au niveau de la branche maladie et des risques professionnels, de traduire, on va dire, les directives du gouvernement à travers le réseau complet de l'assurance maladie en général, dont fait partie la CGSS de La Réunion. Voilà, donc un peu le principe. Nous, à l'échelle locale, CGSS Réunion, nous appliquons, nous suivons les directives nationales, nous les adaptons parfois lorsque nous avons cette marge de manœuvre. Mais c'est vrai que globalement, il s'agit quand même de suivre de façon assez rigoureuse les préconisations nationales, parce qu'il y a aussi une question d'équité à travers tout le territoire à respecter. Donc, on ne peut pas non plus, les uns et les autres, faire une chose plutôt qu'une autre, quoi. Voilà. Je vais laisser maintenant Lionel, du coup, Lionel Lecomte. Oui, bonjour à tous. Alors, Lionel Lecomte, je suis chargé de mission système d'information à l'Agence régionale de santé de La Réunion. Donc voilà, l'ARS de La Réunion, elle est chargée au niveau donc régional du pilotage et de la mise en œuvre de la politique de santé en région. À ce titre, ben voilà, on décline les politiques nationales, on les adapte aux caractéristiques régionales, c'est-à-dire populationnelles, épidémiaux, géographiques, culturelles. Et puis, ben, on met en œuvre la politique de santé en coordination avec les différents acteurs. Bonjour à tous, je suis Antoine Lerat, directeur du GCS Thesis. Alors, je n'ai pas mis mon collier, hein, ni mon petit chapeau, qui est le GRAD de l'océan Indien, donc le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Et donc, nous, notre boulot, c'est en partenariat étroit avec l'Agence régionale de santé, avec la CGSS, en cohérence avec les politiques publiques de santé numérique, de déployer sur le territoire opérationnellement auprès de nos membres, qui sont les structures de santé et les professionnels de santé du territoire, les outils numériques qui répondent et qui apportent des réponses aux objectifs de santé publique. Donc, moi, je suis Julie Henry, du coup, chez Thesis, GCS Thesis, chef de projet sur la MS Santé. Et je vais laisser Annie Boivin parler de l'équipe déploiement. Si elle est là. Oui, je suis là. Donc, Annie Boivin, je fais partie de l'équipe déploiement. On est une équipe de 4 personnes. On travaille vraiment auprès des professionnels de santé pour les accompagner dans la prise en main des outils, recueillir leurs besoins aussi pour voir comment on pourrait faire évoluer les choses. Voilà. Voilà. Et du coup, on a eu aussi la présentation en même temps de la CGSS, si vous voulez ajouter quelque chose.
simplement que j'ai oublié de me présenter, l'émotion étant là. Eric Filiao, donc je suis responsable du numérique en santé à la CGSS. Voilà. Sinon, et préciser effectivement que nous avons un réseau de CIS, de conseillers informatiques santé et de délégués d'assurance maladie, qui réalise une équipe qui réalise des campagnes auprès des professionnels de santé au sens large, au sens très large. Voilà. Alors, donc, j'espère que ça a été clair à peu près pour tout le monde. L'idée, c'est de se dire que, via ce schéma, de vous dire que là, on est présent au niveau national, il y a le régional qui est présent, et il y a les équipes terrain qui sont présentes. Donc, du coup, l'idée de cette présentation, de ces séquences aujourd'hui et demain, c'est vraiment de se dire que tout le monde est là, on dispose de la même information pour ensuite détailler cette information dans nos actions sur notre périmètre. Donc là, on est à La Réunion, mais cette organisation dont on parle là, nationale, régionale et les équipes terrain, on la retrouve dans chaque région de France. Donc ce ne sera pas ce qu'on va adresser, et je tiens aussi à dire que ce qu'on va adresser, les sujets dont on va parler, ce n'est pas du spécifique. Donc voilà. Je vais laisser la main du coup à l'ANS pour introduire ce qu'on fait aujourd'hui et demain. Oui, alors je prends le partage. Je crois qu'en plus, après, j'enchaîne avec les séquences MSS, donc je vais prendre le partage tout de suite. Alors, petit retour vous en avez entendu sur le Ségur, vous en avez entendu parler. C'est un gros sujet et on va parler plus particulièrement du pilier numérique du Ségur de la santé, hein, qui est constitué de plusieurs piliers. Et aujourd'hui, on a pu constater un effort historique sur le sujet du numérique, à savoir un effort financier de 2 milliards d'euros qui va être là pour renforcer le numérique dans la santé, et donc qui se découpe en deux parties. 600 millions d'euros dédiés au numérique dans le secteur du médico-social, et donc sur 5 ans. C'est en gros le renforcement du sujet ESMS numérique qui débute là dès septembre avec des pilotes dans toutes les régions. Et puis 1,4 milliard d'euros pour, entre guillemets, le rattrapage du retard sur le numérique en santé. Je pense que beaucoup d'entre nous ici sont sur le sujet de la e-santé depuis plusieurs années. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse un bond technologique et ensuite un bond de déploiement auprès de l'ensemble des professionnels. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un déploiement quasi finalisé sur un horizon de 18 mois. On reviendra un peu sur les dates, on est en train de construire tout ça. C'est en quelques mois, là, on a réussi à se structurer sur ces différents sujets. Et l'idée, c'est qu'on aide à l'évolution des différents outils des professionnels de santé, les fameux LPS, les logiciels de professionnels de santé, et qu'on aide aussi au déploiement, que ce soit au niveau des acteurs régionaux, mais aussi au niveau des acteurs industriels. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, OK. Il y a 4 projets prioritaires qui ont été définis dans le Ségur de la santé. Donc, au niveau des projets, avant de présenter les projets, on va aussi présenter les secteurs qui sont ciblés. Et ils ont été un peu répartis par type de document, finalement, pour simplifier. On a les documents de sortie hospitaliers, les comptes rendus de biologie médicale, la radiologie, avec les comptes rendus effectivement d'examen radiologique. Et on a aussi le volet de synthèse médicale, plus également des documents dans le médico-social. Et 4 axes prioritaires, 4 projets ont été ciblés dans ce Ségur. Donc voici les enjeux. Je vais essayer de parcourir assez rapidement. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'on va faire des présentations dédiées sur 3 d'entre eux, notamment donc aujourd'hui et demain, MS Santé, DMP et INS. Donc sur MS Santé, notre enjeu en 2021, c'est d'améliorer l'offre technique de MS Santé. Quand on parle de l'offre technique MS Santé, on ne parle pas uniquement de nos référentiels, on parle de l'ensemble de l'écosystème MS Santé, à savoir les opérateurs et les éditeurs de logiciels MS Santé. On a donc des logiciels compatibles avec MS Santé. On a l'augmentation des usages MS Santé, évidemment. Il faut que ça se traduise dans l'évolution du nombre de messages avec des documents structurés qui sont émis et reçus. Et ensuite, on a un gros sujet là qui arrive, qui est aussi là, une petite révolution
en matière de prise en charge, c'est l'intégration de l'usager et de son ENS, qui est porté par l'assurance maladie, l'intégrer dans l'espace de confiance MS Santé pour favoriser les échanges entre les professionnels et les usagers, en tout cas les faciliter. Pour le DMP, là, qui est porté aussi par l'assurance maladie, qui est donc cette poursuite de la promotion de l'usage du DMP, continuer à alimenter ce DMP et favoriser aussi la consultation, préparer la création automatique des DMP dans le cadre de l'opt-out. Effectivement, l'idée, c'est à la création de l'ENS qui interviendra de manière généralisée en 2022, c'est créer des DMP à l'ensemble de la population française et développer les interfaces d'accès de l'ENS au DMP en alimentation et en consultation. Pour l'INS, c'est un sujet qui date et qui enfin émerge et c'est une très bonne chose qui va simplifier aussi toutes les questions d'interopérabilité, les échanges et l'identification. Donc, c'est mobiliser les éditeurs pour qu'ils puissent mettre à disposition de leurs clients des solutions INS compatibles. Et le grand enjeu, c'est effectivement de sécuriser l'identification des usagers par les structures et les professionnels en utilisant une identité INS associée à des procédures rigoureuses d'identité vigilance. Donc, il y a tous ces sujets-là qui ont été construits là, par les équipes assurance maladie et de l'ANS pour avancer. Et enfin, le dernier sujet, c'est ProSanté Connect. C'est en gros la dématérialisation de l'authentification. Si je simplifie, on connaissait bien sûr la CPS. L'idée, c'est d'introduire la ICPS au travers de ProSanté Connect. Et en gros, c'est un fournisseur, ProSanté Connect, c'est un fournisseur d'identité de la santé. Il permet aux différents services, et notamment les éditeurs, de déléguer l'authentification à leur service à l'État. Donc, c'est gratuit, c'est standard et on est en train de le mettre en place auprès de différents éditeurs. Les enjeux, c'est effectivement d'augmenter le niveau global de sécurité des systèmes de santé et permettre à chaque PS d'accéder à ces services de manière sécurisée, quel que soit son contexte de travail. Et l'intérêt aussi, c'est cette dématérialisation qui va ouvrir de nouvelles facilités d'authentification. Donc, comme je le disais, là, dans notre travail là, sur ces deux jours et le travail qu'on va mener tout au long de l'année ensemble, il y a bien sûr ces 4 projets, mais on a voulu faire un focus là, dans nos travaux sur MS Santé, DMP et INS. Voilà un peu sur les enjeux. N'hésitez pas à voir si, Julie, s'il y a des questions, tu m'interromps et j'y répondrai volontairement. Sur MS Santé, on voulait déjà, donc on va faire une petite ordre du jour. C'est l'objet qui nous intéresse là aujourd'hui. Donc un petit retour aux bases pour bien recomprendre ce qu'est MS Santé exactement. Je laisserai la parole après aussi au GCS pour présenter le déploiement de MS Santé au niveau de la Réunion. On parlera ensuite des interfaces clients de messagerie LPS, opérateur MS Santé, tout au long. Et ensuite, on annoncera effectivement le projet de Projectaton qui a pour but effectivement de tester in fine l'entièreté du flux. On verra comment on va procéder, en plus avec les perspectives de planning de cette année en termes d'évolution. Alors, hop, faut que je clique sur les flèches à chaque fois. Parfait. Alors, la première chose, MS Santé, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà envie de dire que la MS Santé n'existe pas. Ça, c'est un truc important à dire. C'est quelque chose de langage, mais ça permet de bien comprendre ce que veut dire MS Santé. MS Santé, c'est un système, en gros, d'interopérabilité technique entre services de messagerie sécurisée de santé. Il n'y a pas une MS Santé, il y a plusieurs messageries sécurisées de santé compatibles via le référentiel MS Santé. Et en gros, ce qu'on aime dire, c'est que MS Santé, c'est un espace de confiance qui regroupe l'ensemble des professionnels qui sont habilités à échanger selon la loi. Ce n'est pas l'ANS qui décide qui peut échanger ou pas, il y a un cadre légal à ça. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour le professionnel de santé derrière ça, c'est que l'ensemble des règles MS Santé lui permettent de se dire si c'est une messagerie tamponnée MS Santé, interopérable, etc., moi, je suis garanti d'être dans les clous et ça simplifie un peu la compréhension de l'écosystème MS Santé à ce niveau-là.
pour revenir sur les textes, hein, juste une chose, c'est important aussi de voir le périmètre des choses et de rappeler, comme je disais, c'est qu'il y a 2 articles de loi sur lesquels on s'appuie principalement pour définir qui a le droit d'échanger et qui peut utiliser des messageries MS Santé. C'est d'une part l'article R1110-2 du Code de la santé publique qui définit les modalités d'échange de données de santé. Donc, par exemple, ça définit que un échange de données de santé dans le cadre d'une messagerie, c'est uniquement dans le cadre d'une prise en charge sanitaire, médico-sociale, de prévention, etc. Et puis, il y a un deuxième article qui établit les professionnels habilités. On a coutume d'entendre souvent qu'il n'y a que les professionnels de santé qui peuvent accéder à MS Santé. Ce n'est pas le cas. On a des professionnels à usage de titre, hein, chiropracteurs, psychologues, psychothérapeutes, et puis aussi beaucoup de professionnels du médico-social et social. Et c'est on est en train de travailler justement à l'extension de MS Santé et au déploiement de MS Santé pour le médico-social. Et puis, ce n'est pas seulement parce que, en fait, nous, c'est les 2 textes sur lesquels on s'appuie, mais si dans un autre code, dans la loi au sens large, il y a quelque chose qui couvre les échanges d'un professionnel et on voit qu'il a le droit de traiter des données de santé, échanger des données de santé, il a tout autant la légitimité de rentrer dans cet espace de confiance. Donc, comment ça fonctionne techniquement? On a voulu refaire le point. Je pense qu'autour de la table, il y a quand même déjà pas mal de gens qui connaissent le sujet. Mais au niveau de l'espace de confiance, c'est finalement assez simple. On n'est pas dans un système de cryptographie, etc. On est dans un système qui est basé sur 2 éléments simples, qui est une liste d'opérateurs MS Santé qui ont contractualisé avec l'ANS et qui ont accès à ce qu'on appelle une liste blanche, tout simplement, qui définit l'ensemble des noms de domaine qui ont le droit d'échanger dans l'espace de confiance. Et donc, chaque opérateur doit vérifier que le nom de domaine d'où provient un message, donc le @chu-toulouse.mssanté.fr, est bien dans l'espace de confiance. Et puis, il y a un annuaire santé où, dans l'annuaire santé, on retrouve des traits d'identité du professionnel qui comportent l'adresse MS Santé qu'il a créée. Donc, voilà. Et aussi également des boîtes organisationnelles et des boîtes applicatives. Et donc, ça permet à un opérateur établissement de santé avec des acteurs donc, dans cet établissement d'échanger avec d'autres professionnels, notamment des professionnels de santé libéraux, qui auraient un autre opérateur. Et ça, donc, peu importe l'opérateur, tant qu'il est MS Santé, les acteurs peuvent échanger entre eux. Ça utilise des concepts standards de messagerie. Hein. On est sur du SMTPS, IMAPS, des choses assez courantes. Et donc, l'objectif est effectivement de 2 choses, c'est sécuriser l'échange en tant que tel et garantir l'identité du professionnel qui envoie le message. MS Santé en quelques chiffres, on voulait le montrer parce qu'on est quand même assez content de l'évolution de MS Santé. Il y a une très très bonne dynamique, mais depuis des années. Il faut se dire que chaque année, on est à plus de 100% de messages envoyés, voire même un peu plus là, entre 2020 et 2019. Tout 2020, il y a eu 41 millions de messages qui ont été envoyés, avec un pic au mois de novembre avec 6 millions et quelques de messages envoyés en un seul mois. Donc, il y a une bonne dynamique en termes d'échange, mais aussi en termes d'accompagnement et d'équipement. On voit que sur les ES, les laboratoires et aussi les professionnels de santé libéraux, hein, avec qui donc on travaille avec l'assurance maladie et l'ensemble des régions sur le sujet, on voit qu'il y a quand même une hausse importante. Et aujourd'hui, on est quand même en moyenne sur l'ensemble du secteur sanitaire à 60-65% de raccordement. Et on voit que sur le médico-social, ça évolue. On est à 34% d'EHPAD raccordés aujourd'hui. Et voilà. Est-ce que déjà, vous avez des questions à ce stade? C'est après qu'on arrive sur les… si je me souviens bien, c'est après qu'on arrive sur les différents référentiels, je crois, c'est ça? Lionel, au niveau de l'ARS, je voulais savoir comment c'est comptabilisé quand vous dites on a un certain nombre d'EHPAD qui sont aujourd'hui raccordés. Est-ce que par exemple, un EHPAD qui utilise la MSS du GCS Thesis est comptabilisé dans ce cadre-là?
Oui, alors, en fait, comment ça se passe? C'est que comment on définit qu'un établissement est raccordé? Enfin, un établissement qui soit une structure au sens large. C'est que chacune des boîtes qui est déclarée dans l'annuaire, elle doit disposer d'un identifiant de structure. Bon, à part le sujet libéral, où là, il n'y a pas d'identifiant de structure, évidemment. Mais il y a un identifiant de structure pour chacune des boîtes liées à un établissement qui est enregistré dans l'annuaire. Et à partir de cette identification de structure, nous, on fait le lien avec le répertoire FINES et une liste d'établissements qu'on a par ailleurs extraite pour savoir si un établissement est bien raccordé. Après, ce système, il n'est pas infaillible, hein, parce que parfois, il y a des problèmes de déclaration de boîtes, etc. Donc, entre guillemets, on double contrôle avec les équipes déploiement des différentes régions pour être sûr qu'un établissement est bien connu comme raccordé. Ok, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la MS Santé? Parce que non, on peut passer à la suite. Il n'y a pas de questions dans le chat? Ok, on va passer à la suite. Je vais laisser du coup la CGSS parler du déploiement de MS Santé à La Réunion. Alors, concernant les actions pour la CGSS de La Réunion, c'est vrai que 2020, comme dans beaucoup de régions, la crise a eu un impact quand même fort et a ralenti bien évidemment les campagnes, puisque une partie non négligeable de l'effectif a été mis à disposition de la plateforme Tracing Covid. Et donc, effectivement, par défaut, le nombre de personnes disponibles était réduit. Et bien évidemment également, les professionnels de santé, les établissements étaient moins disponibles vu le contexte sanitaire. Néanmoins, il y a eu des campagnes auprès des orthophonistes et des infirmiers libéraux, dans une certaine mesure. Il y a eu de manière dématérialisée des courriels aux masseurs kinésithérapeutes pour leur rappeler également qu'il y a dans leur activité la possibilité d'avoir une aide financière, famille, entre autres. Accompagnement également des laboratoires en lien avec TESIS, de façon à ce qu'on puisse, dans un contexte comme celui-là, évidemment, utiliser au maximum la dématérialisation en termes de résultats. Les indicateurs d'équipement, donc La Réunion est relativement bien placée concernant les professionnels de santé libéraux, les médecins généralistes et les spécialistes, puisqu'on est pour les généralistes en 3e position, 3e région de France, et pour les spécialistes, 5e. Donc vous avez les éléments à droite sur le tableau. On approche les 90% pour les généralistes. Et pour les spécialistes, on est entre 62%, je crois, de mémoire. Mais effectivement, il y a des actions qui sont encore souhaitables pour d'autres professions où les taux ne sont pas encore satisfaisants, par exemple les sages-femmes ou les dentistes. Voilà. Donc, ce sont des professions vers lesquelles on va s'orienter davantage, dans la mesure, bien évidemment, de nos moyens et du contexte sanitaire. Alors, du coup, au niveau des actions de déploiement de l'AMS Santé, il y a aussi les actions des chargés de déploiement, donc, dont fait partie Annie, qui introduisait les missions de l'équipe déploiement de GCS. Donc, on déploie aussi, nous, GCS, l'AMS Santé. Bon, on va vous en parler juste après, parce qu'on va d'abord bien se présenter à vous. Voilà, TESIS, je me suis présenté tout à l'heure. TESIS, c'est une organisation sans but lucratif, principalement financée par l'Agence régionale de santé, détenue et gouvernée par ses membres. Donc, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, à l'instar de nos copains, dans chaque région, il y a un GRAD, un groupement régional d'appui au développement de la e-santé, qui a pour mission de déployer sur le territoire un ensemble de services numériques qui sert l'intérêt, qui apporte des réponses aux enjeux de santé publique et sert l'intérêt de ses membres. Donc, cette structure, elle est détenue et gouvernée par ses membres qui sont
l'ensemble, sur le territoire, on a eu cette chance, des structures et des professionnels de santé du territoire. Donc les hôpitaux publics, les cliniques privées, toute la ville au travers des unions régionales des professionnels de santé. Vous en avez eu un aperçu tout à l'heure avec Christine qui a fait l'introduction de cette séquence. Les biologistes, les radiologues, les dispositifs d'appui à la coordination, et puis toute la sphère du handicap et de la personne âgée au travers des structures associatives de l'île de la Réunion et de Mayotte. Voilà, donc retenez qu'on a réussi à La Réunion à fédérer la presque totalité des acteurs publics, privés, lucratifs, non lucratifs du monde sanitaire et médico-social. Voilà ce que je pouvais vous dire du GCS Thésis. Et du coup, on va vous parler de nos missions à travers Thésis Connect. Je laisse Annie faire la présentation. Oui, un instant, je vais activer ma caméra. Je vais rester un peu. C'est très beau ce que vous faites. Merci Antoine. Alors, donc Thésis Connect. Aujourd'hui, on le décrit comme le cœur numérique de la santé à La Réunion. Il offre aux établissements de santé réunionnais une solution unique pour stocker leurs données de santé, les communiquer de manière sécurisée aux bons destinataires et les partager avec les services numériques nationaux et régionaux. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on a plusieurs établissements qui envoient leur compte rendu par Thésis Connect. Donc on a le GHT, donc qui est composé du GHER, donc groupe hospitalier S Réunion, le CHU, le site nord et le site sud, le CHOR, centre hospitalier ouest Réunion. Également, on a d'autres établissements, sans faire tout le détail, des cabinets de radiologie, l'IRCP en cancérologie et un certain nombre de documents qui sont transmis par la plateforme territoriale d'appui de La Réunion. Et donc, ce qui est intéressant pour les établissements, c'est qu'au même moment et sans action supplémentaire, donc ils envoient le compte-rendu sur Thésis Connect et en même temps, ça alimente directement le DMP du patient quand celui-ci est ouvert, évidemment. Et puis, il peut être expédié au médecin destinataire par MS Santé ou par courrier selon la préférence du médecin. Donc, toute cette gestion de préférence, c'est fait chez nous. Dès la prochaine année, si c'est le courrier qui est choisi par le médecin, la lettre est envoyée automatiquement via un prestataire externalisé et les secrétaires ne seront plus obligés de réaliser elles-mêmes les mises sous pli, ce qui représentera un gain de temps important au niveau des secrétariats des établissements. Et donc, les documents qui sont récupérés par Thésis Connect sont dès aujourd'hui partagés dans nos services numériques de coordination et notamment Lien, donc qui est le principal service déployé auprès des médecins libéraux. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, il y a un fort potentiel de Thésis Connect, car aujourd'hui, 75% des médecins généralistes libéraux peuvent recevoir leur compte-rendu via Thésis Connect, et donc notamment par la MS Santé, si c'est ce qu'ils choisissent. Donc, comme je le disais, soit via l'outil Lien sur lequel ils se connectent, ou encore directement dans leur messagerie sécurisée. Donc, c'est plus de 100 000 comptes rendus qui sont envoyés tous les mois via Connect. Et ce qu'on fait aussi, qui est très important, c'est la sensibilisation des producteurs de données. Donc, on a fait différentes opérations dans les établissements de santé, notamment au CHU. Et l'idée, c'est vraiment d'aller voir les pratiques, les paramétrages de documents pour être certain qu'ils sont bien paramétrés pour être envoyés à la plateforme, que les documents soient signés électroniquement. Donc, c'est des conditions essentielles pour que le document arrive sur la plateforme et surtout au bon destinataire. L'information qui doit être faite aux patients. Donc, tout ça, nous, on propose un accompagnement pour le changement de ces pratiques. C'est vraiment le rôle central de notre équipe déploiement. Et on voit aussi pour l'organisation interne, évidemment, parce que ça peut changer quand même beaucoup de choses.
Et évidemment, cet accompagnement qu'on fait sur le terrain, ça nous permet d'avoir un retour d'expérience et de voir quelles sont les bonnes pratiques, les prérequis pour les futurs établissements qui veulent se raccorder à Connect. Et donc, ça nous fait gagner en efficacité et en légitimité également. Alors, du coup, nous, on vous a dit, on propose en fait des services e-santé pour les professionnels de santé. Donc, ils se connectent depuis notre portail régional. Chez nous, c'est WISPro. Et du coup, le GCS, on est opérateur MS Santé régional. Alors, on propose du coup la MSSOI, son petit nom pour MSS Océan Indien. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1500 utilisateurs du coup de la MSSOI. On a lancé le service en fin 2017. On a des chiffres qui sont en progression constante. C'est un service sur lequel on a des retours utilisateurs qui sont plutôt encourageants. On vous a mis 2 petites verbatims d'utilisateurs. Une secrétaire de médecin généraliste qui nous dit en fait c'est super simple d'utiliser la messagerie, mais pourquoi on ne reçoit pas tout comme ça? Ça, c'est un vrai sujet, notamment à travers Thesis Connect. Ils sont quand même pas mal à choisir de recevoir leur compte rendu par messagerie sécurisée. Ce qui est finalement super chouette avec la messagerie, c'est qu'on ne vient pas déstabiliser non plus les habitudes. C'est un service qui est simple. Ils avaient tous déjà, enfin presque tous, hein, ils sont quand même pas mal à déjà utiliser un mail. Là, on vient juste proposer, entre guillemets, un mail sécurisé. Donc, c'est assez simple, finalement. À notre retour, c'est donc un médecin spécialiste, Saint-Joseph. Je remets mes comptes rendus aux patients, mais souvent, les médecins généralistes m'appellent car le compte rendu n'est pas arrivé jusqu'à eux. Du coup, je vais envoyer en systématique par MSS aux médecins généralistes. Et chez nous, ce qu'on note aussi, c'est un fort intérêt pour la messagerie organisationnelle, donc la messagerie de groupe. Donc, pour tout, finalement, ces structures qui veulent fonctionner avec un point d'entrée parce qu'ils vont partager la patientèle. Donc, tout ce qui va être autour des pharmacies, des cabinets de groupe, des services au niveau des services hospitaliers ou de la plateforme territoriale d'appui, de cabinets de radiologie. Enfin, il y en a qui ont vraiment ce besoin d'avoir un point d'entrée parce que la patientèle est partagée. Et du coup, il y a un fort intérêt sur la balle organisationnelle. Donc, pour l'instant, on est plutôt content de comment se passent les choses. Les indicateurs sont plutôt encourageants. Les utilisateurs trouvent ça facile, dans une certaine mesure. Et il y a de l'intérêt, mais du coup, il y a un petit sujet, et c'est ce sujet finalement qui nous rassemble aussi aujourd'hui. On a pris le témoignage de 2 médecins qui vont vous en parler. Oui, bonjour. Thomas Rio, donc, je suis médecin généraliste à la Plaine des Cafres et on est installé maintenant depuis 11 ans. Tous les comptes rendus et les courriers, on reçoit avec vous, la MSSOI. Donc de plus en plus par voie dématérialisée, c'est carrément plus rapide. Les patients, quand ils sont reçus la journée, on a les comptes rendus le soir ou le lendemain maximum. Donc nous, quand on reçoit les patients, parce que souvent ils reviennent rapidement, ça nous permet de visualiser ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont fait, s'il y a eu des modifications de traitement. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc je trouve qu'on a plus d'efficience avec les interfaces numériques que le courrier classique. Et qu'est-ce qui vous manquerait pour encore plus faciliter votre pratique? Alors, nous, pour notre pratique, en fait, il faudrait que ce soit comme pour la biologie. Alors, la biologie sert de bioserveur, et ce qui nous permet de réintégrer tous les bilans directement dans le dossier des patients. Là, aujourd'hui, quand on reçoit par MSSOI, ça fait un double travail. Il faut aller chercher l'info et puis il faut la réintégrer après dans le dossier des patients. Moi, ce que je fais personnellement, c'est pour gagner du temps pour moi, c'est que j'imprime les courriers pour les lire, pour faire la synthèse dans le dossier. Et après, c'est ma secrétaire qui les scanne. Donc, en fait, on perd beaucoup de temps, alors que la biologie, avant, on faisait ça. Hein. On recevait les biologies par papier, on les lisait, et puis après, on les scannait. Mais maintenant qu'il y a, avec Bioserveur, qui est réintégré avec notre logiciel, donc c'est Accès Santé, franchement, on n'a plus ça, quoi. On a juste à se connecter sur le dossier des patients et à lire la biologie. Donc, il y a un gain de temps qui est énorme pour nous, puis pour nos secrétaires. Et en fait, c'est ce qu'on voudrait pour tout ce qui est courrier, pour correspondance avec les autres médecins, les autres praticiens, l'hôpital.
on gagnerait un temps, mais fabuleux. Mais tout le monde gagnerait du temps, nous, nos secrétaires, et puis ça nous permettrait de nous dégager du temps pour autre chose. Du coup, si vous aviez un message à faire passer? Ouais, pour nous, c'est faire ces histoires de passerelle entre MSSOI et notre logiciel médical, pour nous, en l'occurrence, Axis Santé, à l'image de ce qui est fait avec BioServer. Ce serait génial d'avoir cette intégration-là et pour notre pratique quotidienne, vraiment. Alors, donc, je m'appelle Julien Sebon, je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, ou anciennement rééducation fonctionnelle. Je suis installé en libéral à Étang-Salé, les Hauts, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et j'ai une activité essentiellement orientée sur tout ce qui est appareil locomoteur, ostéo-articulaire, médecine, traumatologie du sport. Les outils numériques que j'utilise, donc j'ai un logiciel métier médical, les messageries, la messagerie sécurisée donc depuis le départ, et petit à petit j'ai pris connaissance de la messagerie régionale, donc OIIS. J'ai vu qu'ils proposaient beaucoup de services très intéressants, donc j'ai opté pour cette messagerie sécurisée. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui comme outil, comme fonctionnalité pour bien faire votre boulot et vous faire gagner du temps? Je viens très récemment de changer de logiciel métier, logiciel médical. Et dans mon logiciel, donc j'ai un module courrier, messagerie qui me permet d'envoyer et de recevoir des mails, à la fois des mails sécurisés, des mails non sécurisés. Et concernant la partie mail sécurisée, pour l'instant, ça n'intègre que la messagerie nationale, c'est-à-dire la messagerie Mailise ou AppyCrypt. Et ça n'intègre pas encore la messagerie régionale. Donc, je ne peux pas utiliser OIS dessus, à mon grand regret. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est un manque. J'aimerais bien pouvoir utiliser la messagerie sécurisée régionale avec mon logiciel. Pour moi, encore un petit manque aujourd'hui. Donc finalement, oui, bonjour. Finalement, le besoin exprimé par ces deux médecins, c'est aussi finalement ce que disait Christine Kovacic en entrée. C'est le besoin de disposer du service de messagerie sécurisée de santé depuis le logiciel. Alors nous, du coup, Thésis, on est opérateur MS Santé, mais quand on veut intégrer la MSSOI dans les logiciels des professionnels pour faciliter les usages, donc pour répondre aux besoins finalement de ces médecins et autres professionnels, en fait, on a fait plusieurs tests sur plusieurs logiciels et on a un peu patiné, on a un peu galéré et surtout, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Nous, on veut un certain résultat qui ne se passe pas dans le système d'information, dans l'environnement, un environnement qui nous appartient. Ce n'est pas un environnement qu'on connaît. Donc, on manque en fait d'éléments d'analyse pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et finalement, le professionnel, lui, il n'est pas content. Tantôt, il va dire que c'est la faute du logiciel, tantôt, il va dire que c'est la faute de la messagerie. Mais dans tous les cas, il n'a pas ce qu'il lui faut dans son logiciel. Puis là, on a eu des retours, des témoignages de médecins qui, entre guillemets, je vais dire, se sont donné la peine. En tout cas, le premier nous parle de sa secrétaire qui imprime, lui, il imprime, sa secrétaire, elle récupère tout, elle va le mettre ensuite dans le logiciel document par document. Il y en a qui ne vont pas forcément se donner cette contrainte-là parce qu'ils ont d'autres choses à faire, comme exprimé Dr Kovacic, et qui du coup vont juste se dire « Moi, j'ai besoin d'une messagerie dans mon logiciel, qu'elle soit sécurisée ou pas. » Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec cette problématique-là de se dire eux, ils ont un besoin, ça se passe dans le logiciel, et c'est à nous de leur apporter finalement cette réponse, de leur donner une réponse satisfaisante. Finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il nous manque un bout de la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, avec Thésis Connect, nous, on branche les producteurs de données. Donc, on reçoit les flux. On veille à la qualité de ces flux, à la fois sur le plan technique et sur le plan organisationnel, en accompagnant les métiers. Donc, comme en parlait Annie, en accompagnant les secrétaires, les médecins, en faisant la sensibilisation, en leur disant, voilà, il faut bien vous mettre le numéro en PPS, etc. Tout un tas de prérequis qui permettent d'envoyer des flux de qualité. À travers Thésis Connect, du coup, on envoie vers les services socles, donc DMP, MS Santé,
On envoie aussi du coup vers les services de coordination THESIS et on déploie ces services. Donc, côté équipe 6 DAM, CGSS et côté équipe de déploiement de THESIS, nos 2 équipes terrain, elles s'occupent de déployer ces services socles. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que si on voulait vraiment atteindre l'objectif en bout de flèche, d'avoir des professionnels de santé contents, satisfaits de ce qu'on leur apporte comme service, c'est vrai que ces services socles, ils s'intègrent vraiment à leur environnement métier. Et c'est sur cette partie, finalement, qu'il nous reste encore un petit peu de travail et sur lesquels on doit avancer. Cette problématique, au final, elle n'est pas liée uniquement à La Réunion. Ça ne se passe pas uniquement à La Réunion. On a ce problème-là. On a fait, donc comme je vous disais, on a fait des tests en fait avec quelques logiciels. On a essayé sur 1, sur 2, sur 3. On n'y arrivait pas. Je me suis dit, bon, on va appeler les copains des autres régions. Et en fait, on se rend compte qu'on est un peu tous coincés à ce niveau-là et qu'on n'a pas forcément plus de billes par ailleurs. Et là, je vous ai mis un petit peu un petit extrait de la dernière journée chef de projet MS Intégral, donc qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, en novembre dernier. Et on avait des petits ateliers pour travailler sur des axes pour booster l'usage MS Santé. Et le premier atelier, typiquement, c'était quelles sont vos remontées terrain qui pourraient permettre une meilleure intégration, une amélioration de l'ergonomie dans les logiciels DPI pour les établissements ou les LGC, pour les libéraux plutôt. Et du coup, finalement, cette problématique, elle est identifiée et connue de tous, elle est identifiée comme un besoin pour les professionnels. Et donc, aujourd'hui, on en est un peu là à se retrouver pour échanger autour de ça. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ou des réactions, alors des questions soit pour THESIS ou pour la CGSS, pour la MS Santé à La Réunion, ou alors des réactions vous aussi sur la problématique d'application? Alors, donc on a une remarque de Pharmagès du coup qui nous dit oui que de votre côté aussi vous n'intégrez pas la messagerie régionale et du coup vous intégrez la messagerie Mailise, je suppose. Ah, d'accord. Christian Fontaine pour Omnisoft, j'aurais une question aussi. Oui. En fait, on a des clients qui nous ont remonté, c'est vrai qu'ils se sont inscrits assez tôt et ils ne connaissaient pas forcément MSSOI. On a déjà posé la question de savoir si c'était possible de passer d'une messagerie à l'autre, de la MSS nationale à la MSSOI par exemple. Ah, ils se demandaient s'ils pouvaient passer d'une messagerie à une autre. En soi, oui. Donc, il y a une procédure particulière où il suffit simplement de créer un compte d'un côté ou de l'autre. Je vais laisser, parce que du coup, je ne sais pas si c'est descendre d'abord sur... Oui, je vais laisser Mathieu. Oui, je peux compléter. Il n'y a pas de souci en soi. Hein. Le truc, c'est que bien sûr, l'adresse mail changera parce que quand on change d'opérateur, on change de... Il n'y a pas de... C'est pas un peu comme les numéros de téléphone où on conserve le numéro de téléphone. Effectivement, le nom de domaine doit changer, donc l'adresse changera, mais la démarche, c'est effectivement de créer la nouvelle adresse dans l'opérateur de son choix et demander la suppression de l'autre. C'est la bonne pratique. Après, s'il y a des besoins de 2 adresses, etc., il n'y a pas de problème dans ce sens-là, mais en soi, une adresse MS Santé, elle peut être, on peut la supprimer lorsqu'on en a une nouvelle, etc. Ouais. Je suppose qu'il n'y a pas de redirection d'adresse, je veux dire, comme on pourrait le faire sur certains systèmes, on va dire, standards. Non. En plus, les redirections, ce n'est pas une bonne pratique qu'on recommande au niveau national sur le sujet MS Santé parce que ça peut créer une dispersion des données de santé. Et donc, voilà. Non, pour l'instant, on est confronté à la question du nom de domaine qui doit changer. Et donc, faire la redirection, faire un tuilage en fait, entre les deux. Ouais. En attendant. Merci. Bonjour, du coup, Cédric Morel du GCS. Alors, je vais mettre ma caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah oui, ok, super. Du coup, effectivement, nous, aujourd'hui, on est confrontés à ce genre de cas
ou des médecins donc, qui sont sur le territoire, qui ont une messagerie OIMS Santé et qui veulent s'intégrer du coup plus facilement avec leurs outils. Pour l'instant, c'est vrai que dans certains outils, il y a plus la messagerie nationale qui est, je vais dire, interopérable avec par exemple Axis Santé ou HelloDoc. Et du coup, si ces personnes ne veulent pas forcément supprimer en fait leur messagerie régionale parce qu'ils savent qu'on est en train justement de mettre tout ça en place et de travailler dessus, et ben il y a juste un transfert qui est fait en fait. Aujourd'hui, nous on utilise Zimbra et on peut faire un transfert de mail. Le transfert de mail se fait très bien en fait sur une messagerie sécurisée parce qu'il va envoyer d'une messagerie sécurisée à une autre. Et donc voilà, enfin ça se fait bien, sans souci. Et du coup, ben, les professionnels de santé, parfois, ce qu'ils font, ou même les intégrateurs, on avait aussi le cas avec CSIR, du coup, pour Axis Santé, qui, eux, privilégiaient la médecin.mssanté.fr pour que, du coup, ils intègrent aux outils parce que c'était intégrable et la messagerie en fait qu'ils avaient déjà créée, qu'ils utilisaient en principal, qui était la messagerie régionale, donc OIMS Santé, et ben on faisait juste une redirection de tout ça vers la nouvelle adresse. Voilà. Oui, il y a des possibilités, d'autant plus en ce moment, comme tout le système n'est pas encore parfait, si j'ose dire. Je pense qu'il faut trouver des systèmes de contournement en attendant qu'on ait une vraie évolution à ce niveau-là. Bonjour. Voilà. Oui. C'est Grégory de CSIR. Moi, je m'occupe du logiciel Axis Santé à La Réunion. Donc oui, j'ai fait pas mal de tests avec l'équipe de Thésis chez plusieurs médecins. Nous, on utilise Axis Message comme message sécurisé, enfin comme logiciel de santé pour les médecins. À l'intérieur, on paramètre Mélis du médecin et ensuite OIS, eux, ils ont proposé la possibilité de transférer les mails qui arrivent sur la MS Santé OIS vers Mélis. Et maintenant, les médecins ils reçoivent bien les messages sécurisés santé OIS vers Mélis. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Mais il y a juste la partie lien qui ne fonctionne pas bien pour le moment, à cause d'un problème de format. Mais dès que ça sera résolu, ce sera totalement intégré dans le logiciel de santé. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose qu'ils ont fait, déjà la redirection. Après le but, comme je dis, après le but, c'est que justement, nous, on soit intégrable directement et qu'on n'ait pas besoin d'effectuer cette redirection et rajouter un point intermédiaire pour pouvoir intégrer tout ça directement dans l'outil du médecin. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une contrainte pour le professionnel de gérer deux adresses, d'avoir deux adresses, d'en avoir une qui gère la partie intégration dans le logiciel et une qu'il avait choisie de base pour recevoir ses courriers. Oui, parce que déjà, au niveau... les deux adresses se retrouvent dans l'annuaire après. Et exactement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne le recommande pas, mais on comprend en fait la situation qui pousse à faire ce type d'éléments. Mais l'idée, là, on va en discuter, c'est de proposer que l'ensemble des messageries puissent être intégrées à l'ensemble des outils métiers, quoi. Et comme ça, on n'aura plus ce point intermédiaire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions sur ce dont on vient de parler? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? On continue? Alors, on va passer à la suite. Eh ben, je reprends le contrôle. Hop. Alors, sur MS Santé, il y a 3 référentiels à connaître. Je vais même afficher le schéma tout de suite. Est-ce que je peux l'afficher? Voilà. Il y a 3 référentiels à connaître sur MS Santé. Le numéro 1, c'est la grande star, c'est le référentiel opérateur MS Santé, qu'on appelle également le DSFT, le document de spécification fonctionnelle et technique, qui s'adresse à, comme son nom l'indique, aux opérateurs MS Santé. C'est lui qui garantit la sécurité et l'interopérabilité entre services donc techniques, plutôt techniques, entre les différents services de messagerie. Là, donc, on le voit sur le schéma, on a essayé de reproduire un échange de A à B. Donc, on a d'un côté des professionnels de la biologie, des établissements, des professionnels de santé libéraux qui ont un logiciel de professionnels de santé A
avec une messagerie sécurisée de santé également A, qui envoie un message à une messagerie sécurisée de santé B qui s'intègre dans le logiciel de professionnel de santé B ou dans l'ENS, parce qu'effectivement, ça peut être un destinataire du message. Le DSFT, il va s'intéresser à ces deux parties-là, la partie de la messagerie sécurisée A et la MSS B. Donc, c'est un document qui est dédié aux professionnels. Là, d'ailleurs, on vient de sortir je vous invite potentiellement à aller la consulter et faire vos remarques, mais on a sorti en concertation là, cette semaine une nouvelle version qui justement intègre les échanges avec l'ENS, avec les usagers en fait. On a le deuxième et qui répond globalement à ce besoin d'interopérabilité et d'interfaçage entre messagerie sécurisée, entre services de messagerie et logiciels de professionnels. Parce qu'en fait, quand on regarde, on a 200 opérateurs en tout dans l'espace de confiance qui ont contractualisé, mais on remarque qu'il y a 40, ce qu'on appelle des opérateurs tiers, c'est-à-dire des opérateurs qui proposent techniquement des boîtes à des clients professionnels de santé ou établissements de santé. Et donc, on a au moins 40 services de messagerie qui potentiellement ont 40 interfaces différentes, des interfaces propriétaires. Et de l'autre côté, on a un nombre de logiciels de professionnels de santé, je pense aussi notamment au libéral, quand on parle, il y a les logiciels pour les différentes catégories de professionnels, que ce soit des médecins généralistes, des masseurs-kinés, infirmiers, etc. Enfin bref, on a un nombre de logiciels qui est relativement important. Et donc, on a construit ce référentiel qui est, pour tout vous dire, issu des interfaces de Mailise. En fait, on a identifié, on a publié les interfaces de Mailise en disant on se propose que ça soit le standard d'interface. Et donc, ce référentiel-là, il s'intéresse là. Il est au niveau de l'interface entre LPS et messagerie sécurisée de santé. Donc, en fait, il va concerner et les éditeurs et les opérateurs. Et c'est là aussi, et c'est là le travail qu'on a mené tous ensemble pour permettre à ce que les 40 opérateurs puissent échanger avec tous les LPS, c'est qu'on arrive à implémenter des deux côtés ce référentiel-là. On viendra au problème de ce référentiel, on est au courant qu'il n'est pas parfait, on y viendra juste après. Et enfin, le dernier référentiel, c'est le référentiel normalisation des échanges et messages MS Santé. Il va s'intéresser à la structuration du message et du document. Pas uniquement du document, parce qu'on a tout le cadre d'interopérabilité. Donc, ça reprend les éléments du cadre d'interopérabilité au niveau de la structuration des messages au format CDA R2 niveau 3 ou 1. Mais ça va s'intéresser notamment en 3 grands items, mais il y en a un peu plus dans le document, qui va s'intéresser à l'objet du message, à la première partie du contenu du message, en indiquant s'il y a un document et à quel niveau de structuration il est, et puis au nommage des pièces jointes qui sont contenues dedans. Il va aussi dire s'il faut un PDF avec le pièce jointe, etc., les pièces jointes qu'il doit y avoir dans le message. Et donc, ce document, il va s'adresser au LPSA qui va structurer son message pour l'envoyer ensuite via la messagerie. L'opérateur, finalement, ne modifie en rien le message qui est envoyé. Et donc, il va aussi s'adresser au LPSB. Donc, voilà les 3 référentiels qui sont importants à connaître pour MS Santé. Et pour justement que ça se passe bien, on a essayé de faire sur chacun des points. Je prendrai les questions juste après. Hop, là, je suis allé trop loin. Les travaux sur les référentiels éditeurs cette année. Comme je vous le disais, on sait que le référentiel interface client de messagerie opérateur, il n'est pas parfait, mais en tous les cas, il précise les principes et spécifications techniques des interfaces, donc entre le client de messagerie, un LGC, et un service de messagerie. Aujourd'hui, il propose 2 types d'interfaces différents, parce que Mailise en propose 2, qui sont le IMAP SMTPS qui permet une authentification par CPS et le web service, les web services avec une authentification CPS ou login mot de passe OTP, en respectant la double authentification. La problématique qu'on a sur le terrain, elle est déjà de base liée à ce choix de l'interface. On remarque qu'il y a 50% des éditeurs qui se disent donc ce qu'on appelle DST compatibles, qui sont compatibles avec ce référentiel, qui ont fait le choix de l'IMAP SMTPS, et 50% qui ont fait le choix du web service. Donc, c'est sûr que si l'opérateur, lui, a fait le choix contraire, ça ne peut pas marcher.
En plus, il y a des petites questions d'interopérabilité, des choses qui ne marchent pas toujours bien sur des jeux d'authentification qu'on doit résoudre. Mais en tout cas, déjà, il y a une problématique sur le nombre d'interfaces possibles là-dessus. Ce référentiel, justement, on veut l'améliorer cette année et déjà sur ce choix-là, sur ces différents types d'interfaces, on va travailler avec les opérateurs et les éditeurs à partir de T2 2021 pour améliorer ce DST. On veut intégrer l'authentification ICPS dedans parce qu'aujourd'hui, il n'est pas pris en charge dessus. Puis on veut aussi proposer un guide clair pour les éditeurs, enfin tous les industriels qui vont développer ces interfaces. On veut vraiment simplifier le travail, qu'il n'y ait pas énormément de questions à se poser. Et puis, le point important, c'est qu'il y a toute une démarche d'opposabilité des référentiels. Hein. Donc, le référentiel opérateur est en soi déjà un peu opposable de base parce qu'il y a une contractualisation avec l'ANS pour devenir opérateur MS Santé. Mais on veut aussi rendre opposable le référentiel interface. Et derrière, on veut mettre en place des outils de test et de validation de conformité des différents éléments. Donc voilà, je pense que si on veut résoudre ce problème d'interfaçage, qui est vraiment, et nous on en a bien conscience, hein, ça il n'y a pas de souci, mais ça met du temps à mettre en place ces choses-là, c'est qu'il faut s'intéresser à cette question de ce référentiel-là. On pousse auprès des opérateurs pour qu'ils le mettent en place, et justement on va mettre en place ces concertations pour le faire évoluer tout au long de l'année. Est-ce que déjà vous aviez connaissance de ce référentiel? Je n'arrive pas à passer sur la page question. Voilà. Est-ce que déjà vous aviez bien connaissance de ce référentiel-là? Et puis peut-être si vous avez des remarques sur ce référentiel-là déjà qui peuvent être prises en compte pour les prochains ateliers qu'on veut mener. Bon, c'est top si c'est clair. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées aussi dans des petites choses qui ne sont pas présentes. Non, bon, ben, ça semble bien. C'est clair du coup pour tout le monde. Est-ce qu'il y a assez de visibilité pour vous sur ce qui arrive en 2021, sur ces référentiels? Je pense que soit c'est clair, soit ça n'est pas du tout. Mais... Apparemment, c'est clair en théorie. J'aime bien cette idée. Déjà, si la théorie est claire, après, effectivement, on verra si de manière pragmatique, on arrive à le faire mieux. Et effectivement, c'est le déploiement qui jugera. Mais ça aussi, il faut qu'on le prenne en compte. C'est aussi des objectifs Ségur. Déjà, mettons toutes les évolutions techniques, les développements nécessaires, boostons ce truc-là, et ensuite, essayons d'appliquer un déploiement le plus large possible, et on verra comment ça se passe le mieux possible. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Ouais. Et bien, du coup, je pense que je peux céder le partage. Alors, du coup, comme vous n'avez pas forcément de questions, je vous propose qu'on fasse une petite pause maintenant pour qu'on puisse parler ensuite de ce qu'on a pu penser, en tout cas pour la suite, à travers le projectaton. On se prend une petite pause de 10 minutes et on revient à 14h. Alors, il est 14h20 chez nous, ce sera 14h20 chez nous. Ok, à tout de suite. On reste connecté ou on... Enlever la caméra. Oui, vous pouvez rester connecté, juste enlever la caméra si vous voulez, on faire une petite pause. Ça roule. Merci, à tout de suite. Si tout le monde est là, on va reprendre.
Alors, je partage mon écran, c'est bon. Alors, du coup, on vous demande aussi, en plus de tout à l'heure, de garder votre téléphone à portée de main. On va faire on a 2 petites questions qu'on va vous pousser en sondage juste après, dans un petit instant. Hop. Alors, du coup, je vais laisser l'ANS intervenir sur les actions qu'on a prévues, enfin, qu'on a pensées pour la suite. Bonjour à tous, Jean-Christophe Turbat de l'ANS. Je vais introduire cette slide qui matérialise finalement une collaboration qui se construit entre l'ANS et les régions, puisque l'ANS aujourd'hui se joint aux régions Île-de-la-Réunion et Centre-Val de Loire dans une démarche qui est une démarche itérative de test et de vérification des conformités au travers de la MS Santé, de ce qu'elle transporte, de ce qu'attend l'écosystème, etc. Donc, on entend évidemment le besoin, qui est un besoin important des usagers dans le cadre des échanges MS Santé. Et on est heureux, nous, à l'ANS, mais également avec les régions qui aujourd'hui accompagnent cette démarche-là, de s'inscrire dans quelque chose qui, in fine, améliorera l'usage autour de la MS Santé et de l'ensemble des échanges qui y concourront. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les 3 étapes clés qui sont présentées sur le slide. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu Slozard dans un premier temps et ensuite à Anneman Melankovic qui nous a rejoint sur les 3 sujets. Oui, je vais introduire, parce que comme on l'a dit, il y a 3 référentiels et donc 3 niveaux d'interopérabilité à tester, entre de l'interopérabilité technique et de l'interopérabilité plus sémantique. La première chose, c'est que l'ANS, en tant que régulateur de l'espace de confiance MS Santé, donc, travaille avec, donc, comme on l'a dit, 200 opérateurs. Et l'idée, c'est que, qui travaille autour du référentiel des CFT. L'idée, c'est effectivement qu'on puisse relancer une démarche d'audit auprès des opérateurs MS Santé dès 2021, sur la base effectivement de l'opposabilité qui va être mise en place, et donc de valider concrètement que l'ensemble des opérateurs sont bien conformes avec les exigences du DSFT et donc garantir le tuyau finalement, là où tout va passer. Donc ça, c'est la première chose qui va être mise en place à ce moment-là. Le deuxième élément, on en a parlé, c'est sur cette question d'interface client de messagerie. Je ne sais pas s'il est nécessaire de revenir longuement sur ce sujet-là, mais on doit faire évoluer le référentiel pour qu'il s'adapte à la réalité du terrain et améliorer effectivement les exigences qui sont dans ce référentiel-là, d'autant plus qu'il va devenir opposable. Donc, il faut qu'effectivement, il soit cohérent avec le besoin. Et donc, cette année, on va travailler avec cette évolution des référentiels et on veut lancer, c'est une demande aussi des éditeurs, et je vous invite aussi à nous poser des questions, à nous demander les besoins en termes d'outils qui peuvent être portés par le national. Hein, c'est l'occasion aussi de réagir là-dessus. Des outils de test sur véritablement les interfaces entre clients de messagerie et services de messagerie MS Santé. Donc, l'idée, c'est que la création de ces outils se fasse aussi avec vous pour que ça se passe du mieux possible et que vous puissiez travailler en toute sérénité aussi dans le développement de vos outils. Et là, je vais laisser sans doute aussi la parole à Annemania qui va vous parler du format des documents et de l'objectif du premier projectathon de novembre. Merci Mathieu. Donc, effectivement, donc, on a un objectif pour fin d'année d'organiser un projectathon. Ça rappelle un petit peu effectivement les événements qui ont eu lieu, notamment en fin d'année dernière, qui avait été organisé avec l'outil qui a été mis à disposition par l'agence du numérique en santé, qui est Gazelle. Et donc, le principe en fait de cet événement sera effectivement de partir de la réception donc du mail contenant une pièce jointe d'un format IHE XDM jusqu'à la vérification de la conformité de celle-ci, puis de documents qui est encapsulé dans cette pièce jointe et la vérification donc des éléments sémantiques qui constituent les documents type CDA, AR2, niveau 3 structurés.
ou niveau 1, tout simplement la conformité donc, au schéma CDA du CDA de niveau 1. Donc, l'idée dans tout ça, c'est d'organiser, donc on est en train de formaliser donc un cahier des charges, une note spécifique qu'on a pour objectif de faire finaliser, de finaliser tout du moins pour la fin du mois de mars, afin de pouvoir effectivement atterrir sur novembre pour l'organisation de l'événement. L'idée, c'est de pouvoir faire le test sur 2 régions, soit donc chez vous, donc La Réunion, et Centre-Val de Loire sur ces mêmes principes. L'idée, c'est de partir de la réception du mail, donc de vérifier donc, la conformité de la structuration du message, donc si l'objet est bien correctement formé, si la pièce jointe est bien présente, et de pouvoir tester donc, via l'outillage Gazelle qui est existant aujourd'hui, donc la conformité de la pièce avec les fichiers qui la constituent, donc l'état donné plus le document encapsulé, et ensuite toujours via l'outillage Gazelle de pouvoir tester la conformité de ce dernier aux différents schémas troncs qui sont présents, notamment comme celui du compte-rendu de biologie, ou que ce soit les aides de liaison, etc. Donc, le principe final, qui est un peu une nouveauté, ça va être, grâce à l'aide de Centre-Val de Loire, de pouvoir aussi pousser l'exercice un peu plus loin, donc de pouvoir tester donc le contenant sémantique de ces documents pour des CDA structurés. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, je suis à votre disposition pour vous répondre. J'attends dans le chat, sinon par micro ouvert. L'outil Gazelle est aussi utilisé dans les événements internationaux, que ce soit les connectatons européens ou nord-américains. Et donc, on a une instance sur Gazelle qui est maintenue à l'agence avec nos référentiels du cadre d'interopérabilité. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur le projectaton? Est-ce que vous avez bien compris du coup ce qu'on voulait faire, les différentes étapes, ce qu'on est en capacité de faire cette fin d'année, ce qui arrivera un petit peu après? Alors peut-être pour compléter tout ce qui vient d'être dit, bien souligner l'événement de mutualisation, enfin qui concerne la mutualisation de compétences. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur les compétences nationales, certes, qu'on représente au travers des outils de l'ANS, mais également les compétences, et je dirais même surtout les compétences régionales, Île de la Réunion et Centre-Val de Loire. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour ce projectaton. Et ce sera l'occasion de valoriser aussi ce travail-là pour en faire bénéficier d'aventure. Si d'aventure cela fonctionne, et j'ose espérer que ça fonctionne, l'ensemble des régions et au niveau du national. Oui, dans la notion d'itératif que tu avais pu évoquer, Jean-Christophe, l'idée c'est de pouvoir mettre cet outillage à disposition de façon permanente, donc de ne plus être contraint de devoir organiser un événement dans l'année, voire 2. L'idée c'est de pouvoir le mettre à disposition de façon perpétuelle pour que tout à chacun puisse venir effectivement tester, que ce soit les pièces jointes, la sémantique, tous ces éléments. Exactement. Et le service rendu aux usagers. Exact. Bonjour, enfin rebonjour. Concrètement, ces tests au point de vue régional, ils se font comment et par qui? Alors, le test est organisé, donc les sessions de test, la mise à disposition de l'outillage est gérée par nous, donc l'Agence du numérique en santé, qui maintient effectivement tout l'outillage. Ensuite, l'organisation humaine c'est ce qu'on est en train de définir effectivement dans le cahier des charges, qui sera présent en plus des moniteurs de test qui sont délégués par l'agence, donc que ce soit professionnel de santé ou développeurs côté instance régionale. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un appui en moniteur des deux côtés. L'idée, c'est ça, c'est pour pouvoir valider les tests, il est nécessaire d'avoir une présence humaine pour pouvoir faire les validations. De constater en fait la validation ou la non-validation des tests requis.
D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Le principe de moniteur est appliqué à peu près partout, hein, que ce soit dans les événements internationaux, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion d'être effectivement moniteur sur les connectateurs nord-américains et européens. L'objectif, c'est de produire donc les schémas les prérequis de test. Et une fois que ces prérequis de test sont effectués, le rôle du moniteur est de constater effectivement la validation, la non-validation du test, et peut-être aussi demander une revalidation, on va dire en direct entre guillemets, pour que ça soit validé. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la suite. En fait, on voulait vous faire participer au projectathon finalement, en vous demandant finalement vos idées pour un projectathon réussi, vos idées pour un déploiement réussi de l'AMS Santé dans les logiciels de professionnels de santé. Alors, donc c'est pour ça qu'on vous a demandé de garder votre téléphone à portée de main. Alors, si vous pouvez, vous allez sur mentimeter.com depuis votre téléphone et vous rentrez ce code et il y aura 2 questions qui vont vous être posées. Si vous avez des difficultés, dites-le nous dans le chat du coup. Est-ce que vous avez pu accéder à Mentimeter? Oui. Oui, vous y êtes. Vous voyez où est-ce qu'on rentre le code? C'est juste en haut. Juste en haut, vous avez un petit endroit où taper le code. Les gens sont en train de se connecter. Ok. On vous met le lien aussi du coup dans le chat si vous préférez répondre depuis le post. Est-ce que vous voyez les réponses du coup qui commencent à apparaître? Est-ce que vous voyez le bon écran? Oui, je le vois. Oui, c'est bon. J'attends de voir si on a d'autres réponses. Ensuite, on partage.
Alors, est-ce que tout le monde a répondu déjà à cette question-là? On va partager un petit peu ce qui s'est dit. Donc, les idées pour un projectaton réussi, ce qui en demande, c'est l'implication de toute la chaîne. Ça, on est plutôt d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter un peu ce qui s'est dit? J'ai entendu quelque chose. Alors oui, certaines des réponses, oui, certaines des réponses sont ultra intéressantes. J'en trouve une qui est pas mal, c'est le test que la crise sanitaire nous le permette. Alors oui, on peut aussi faire ça virtuellement. C'est ce qu'on avait fait, c'est ce qui a été fait par exemple en novembre dernier. Donc il y a une possibilité aussi, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour le projectaton nord-américain. On va faire tout le test de façon virtuelle. Donc, on ne sera pas en présentiel pour pouvoir vérifier si tout ça fonctionne de visu. On va plutôt s'envoyer des copies d'écran. Ensuite, grosse participation des éditeurs. Oui, ça c'est très important. Plus ils sont nombreux, plus les résultats sont intéressants. Bien associer les utilisateurs finaux, c'est l'idée. Je l'avais évoqué tout à l'heure. Donc les professionnels de santé, c'est ce qu'on est en train de décrire dans nos prérequis et dans cette note de cadrage qu'on prépare. Faire des tests en amont. Alors ça, c'est ce qu'on conseille généralement aux éditeurs de se préparer pour que tout soit prêt le jour J. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire des tests avec les utilisateurs représentatifs à la réunion, c'est l'idée. Des conférences régulières. Alors oui, nous, on s'organise pour l'instant entre les deux acteurs régionaux pour définir tous ces cas d'usage, et tout ça, ça sera bien sûr public une fois qu'on aura atterri. Coordonner la démarche avec les éditeurs et les installateurs, ça va être le cas. Donc l'idée, c'est de les préparer. Donc nous, on pense avoir 6-7 mois devant nous pour que tout ça, ça puisse tranquillement se mettre en place. Des points Zoom réguliers. Alors oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Des comptes Des rendus points Zoom structurés. réguliers, du coup, les points Zoom réguliers, je me demande, c'est sur quoi, du coup, quelle est l'attente sur ces points, sur ces points? Quelle est votre attente finalement? La personne qui a renseigné, si elle peut commenter. Ah, je ne sais pas si on a une précision peut-être dans le chat. Non, pas. Ok, c'est pour comprendre un petit peu, du coup, des points Zoom réguliers sur quoi? Est-ce qu'il y a des attentes de faire d'autres réunions avant le projectaton? Sinon, on peut prendre par exemple des éditeurs disponibles et à jour, des évolutions en termes d'intégration de comptes rendus structurés dans les LPS. L'idée, c'est de tester l'état des lieux, c'est-à-dire si tout du moins l'éditeur n'est pas capable de produire du structuré, à minima, il sera peut-être capable de produire du CDA niveau 1, ce qu'on appelle le non structuré, c'est-à-dire encapsuler un document de type PDF pour le pousser. Ça rentre aussi dans les cas de test, de pouvoir tester des producteurs de documents structurés et non structurés. Et si c'est structuré, effectivement, là, on rentre dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, la vérification un peu plus poussée des éléments sémantiques qui sont contenus dans le document discuteur. Je vois qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des conférences régulières. Tous les opérateurs devraient respecter le DSFT. Je touche du bois. Qu'est-ce qu'il y a encore en haut? Excuse-moi un peu de déranger. Des cas d'usage bien définis et un périmètre de test clair. C'est notre objectif. C'est exactement le pourquoi du comment. On passe un peu de temps, du temps agréable d'ailleurs à discuter de tout ça pour pouvoir justement être pertinent et très clair sur ce qu'on compte faire. Concertation d'un maximum. Là, c'est moi qui d'un maximum d'acteurs. Oui. Exact. Après, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions ouvertes. Peut-être des gens qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer sur l'outil.
Si c'est bon, bah, je vais vous pousser la Nemanja, question. je voulais en discuter avec Jean-Christophe là, par message interposé. En fait, je me demandais aussi, parce qu'il y a une petite différence avec les précédents tests qu'on avait fait, est-ce que on fera effectivement les tests là sur des versions effectivement déployées, parce que c'est on ça se rend bien l'idée, compte qu'il y a eu plusieurs fois des tests de version entre guillemets démo, mais en gros des dernières avancées techniques qui ont pu être faites. Mais là, effectivement, c'est de voir comment sur le terrain ça se traduit dans les déploiements. Ça répondra sans doute à la question qui avait été posée. On verra au déploiement, parce que ça peut aussi générer des problématiques de mise en place. Donc là, effectivement, on s'appuie sur des versions effectivement déployées. C'est ça, c'est du test au réel. Donc, c'est vrai que c'est bien que tu soulignes ce point-là, parce que, par exemple, dans les événements internationaux, on a deux typologies de tests, c'est-à-dire du test au réel, ce qui existe vraiment et ce qui est mis en place dans les solutions, et du test on va dire, en amont de prévalidation de certains profils. C'est-à-dire avant que vous arriviez sur un profil, par exemple, qui permet de structurer de la biologie, qui est un profil qui a été élaboré au niveau international, avant que ce profil puisse être utilisé dans la vie réelle, il nécessite un certain nombre de tests. Pour être exact, il faut 6 tests d'industriels au niveau mondial pour que le profil soit validé. Là, l'idée, c'est pas de faire ces tests-là de validation de profil, c'est de tester au réel. Donc, vraiment ce qui existe dans les solutions. Je ne sais pas si ça a été clair, mais l'idée là, oui, c'est de tester le réel, comme tu dis. Tout à fait. Ouais. J'ai vu une remarque sur l'implication des usagers quelque part, Julie. Oui, oui, bien associer les utilisateurs finaux. Voilà, et c'est d'ailleurs écrit en majuscule. Comment vous voyez les choses, vous, sur le terrain, l'organisation idéale du coup d'un projectathon pour vous, sachant que la question c'était vos idées pour un projectathon réussi. Donc, vous le voyez comment factuellement? On ne vous entend pas très bien. Jean-Christophe, tu posais la question du coup à la personne qui avait répondu? Oui, éventuellement, ou ça peut même s'adresser à l'ensemble des personnes connectées, hein. L'idée, c'est de bien mesurer la façon, la méthode qui devra être employée pour justement bien associer les utilisateurs finaux, qui me semble majeur en fait, hein. Oui, ça c'est sûr. Bah, c'est un petit peu ce qu'il y avait dans les premiers échanges qu'on avait dans le groupe de travail. C'était de dire que bah, finalement, ils savent très bien, les professionnels de santé, comment ils ont l'habitude de naviguer dans leur logiciel. Donc, ils sauront certainement mieux que quiconque comment ça doit se dérouler finalement. Passe par tel onglet, ça doit arriver ici. Alors, par contre, oui, peut-être que les éditeurs ont des éléments de réponse, parce que certainement que vous faites, je sais pas, vous passez par les utilisateurs pour développer certaines fonctionnalités dans vos logiciels. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais en tout cas, oui, c'est un point évident. Moi, si vous voulez, je peux répondre. Bruno Delahaye, je suis directeur régional chez CGDIM. Donc, nous, on fait des logiciels pour tous les professionnels de santé globalement. Quand on veut faire évoluer une fonction de notre logiciel, nous, on s'adresse. Il y a évidemment les cahiers des charges qui émanent du réglementaire et qu'on s'impose de respecter, mais il y a surtout les clients. Et nos premiers clients, ce sont ceux qui utilisent nos logiciels. Donc nous, en fait, on regarde, surtout dans le cadre d'expérimentation. J'ai vu que vous aviez parlé tout à l'heure de plein de sujets très, très intéressants. Mais on a participé, nous, aux expérimentations, vous en parlerez peut-être après, mais sur la e-carte vitale, la e-carte CPS. Nous, comment est-ce qu'on fait pour faire une belle expérimentation réussie? On s'adresse d'abord à nos clients utilisateurs qui sont comment dire, qui sont un peu technophiles, c'est-à-dire ceux qui ont envie de participer. Déjà c'est Dr Kowalczyk, que je connais très bien, qui sont des gens qui sont moteurs.
Donc, on s'adresse d'abord à ces gens-là et ensuite, on réseaute un petit peu autour pour arriver à trouver des praticiens, quels qu'ils soient, en fonction des projets pour pouvoir faire. Et ensuite, on leur demande comment ils veulent utiliser leur logiciel avec ces nouvelles fonctions qui permettent d'avoir de la connectivité à droite à gauche de l'interop, quoi. Bon. Nous, on procède comme ça. C'est pour ça que je dis, enfin moi j'ai écrit personnellement faire des tests en amont parce que même si on est dans le cadre d'un projet Cathlon, il faut qu'avant, on arrive déjà avec des choses un peu ficelées, un peu verrouillées, parce que sinon on perd en crédibilité et puis tout ça, ça fonctionne moins bien, à mon avis. Donc voilà, moi ce que je voulais dire là-dessus. Donc on fait beaucoup participer nos clients, les utilisateurs finaux, à l'évolution des fonctions. Et le témoignage du médecin qui était tout à l'heure, je sais plus, sur les hauts, qui disait moi j'ai l'habitude d'utiliser ça comme ça. Bon, en fait, il sait pas forcément il sait de ce dont il a besoin pour que ça soit simple, facile, efficace, mais il faut vraiment construire le truc avec lui parce que sinon il n'y aura pas de pratique. Et s'il n'y a pas de pratique, bah on fait tout ça, le service n'est pas rendu. Enfin, pour nous éditeurs, le service n'est pas rendu et c'est moins ça donne une moins bonne image vis-à-vis de nos clients. Voilà. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais pousser la question suivante. Alors, attendez. Hop. Donc, les idées pour un déploiement réussi de l'AMS Santé dans les logiciels. Alors, tout à l'heure, on était plutôt autour du Projectaton. Donc, avant du coup d'avoir des choses opérationnelles qu'on peut déployer. Donc, comment est-ce qu'on peut construire ce Projectaton? Et là, vraiment, une fois qu'on a entre guillemets tout qui fonctionne, quelles seraient les idées du coup pour un déploiement réussi de MS Santé dans les logiciels? S'il y a des questions, si ça ne vous paraît pas clair, je peux préciser. Est-ce que vous avez du coup bien cette question-là qui s'affiche sur Mentimeter? Pas encore en ce qui me concerne. Ah, pas encore. Alors... Alors, je recharge. Vous me dites si ça apparaît. C'est bon. C'est bon, Julie. Normalement, vous avez un petit bouton gris qui indique Open Question and Answers. Il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir rentrer une réponse. Est-ce que tout le monde voit la deuxième question s'afficher? Oui. Oui.
Alors, comment est-ce que je reviens au début? Les éditeurs s'impliquent totalement. Et puis les éditeurs participent pour faire évoluer les logiciels. Comment je fais up and down là-dessus? Ah, c'est bon, c'est là. Ah, mais là, je parle pas de... Ok. Alors, commence à y avoir des réponses. Alors, parmi les idées pour un déploiement réussi de MS Santé dans les logiciels, on a il faut que les éditeurs participent pour faire évoluer les logiciels. Donc ça, oui, forcément. Beaucoup d'échanges avec les éditeurs. Alors, si la personne qui a répondu veut intervenir ou d'autres personnes, hein, beaucoup d'échanges avec les éditeurs. Alors, entre éditeurs et qui, du coup? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, c'est moi. C'est juste pour dire que le fait qu'il y ait faire participer les éditeurs pour faire évoluer les solutions, moi je pense même aussi que l'idée c'est aussi qu'on s'appuie sur les éditeurs pour le déploiement de MS Santé. On sait que vous êtes au plus proche des professionnels de santé, notamment libéraux. Vous avez une vision un peu sur les solutions que vous offrez et même en termes d'interopérabilité, vous savez l'état actuel de votre... les solutions qui sont offertes par vos logiciels. Donc, je pense qu'en plus des travaux qui sont menés par les régions, l'assurance maladie, l'ANS par ailleurs, je pense que les éditeurs peuvent être totalement intégrés à cette démarche de déploiement parce que vous avez cette connaissance là, donc y compris dans l'évolution des solutions, mais également dans le déploiement en tant que tel. On peut imaginer des offres packagées, par exemple, des choses comme ça. Oui. Alors, beaucoup d'échanges avec les éditeurs, communiquer avec l'ensemble des professionnels de santé. Oui, donc c'est l'idée aussi ensuite de pouvoir communiquer. Hop. Un minimum de versions. Alors, un minimum de versions. Est-ce que quelqu'un veut préciser? Oui, Lionel, au niveau de l'ARS, bah, effectivement, je pense qu'au niveau des professionnels de santé libéraux, par exemple, j'imagine que ça va bien les embêter si on a X versions de leur soft, de leur LGC, qui permet justement l'intégration de la MS Santé dans leur LPS, pardon. S'ils ont X versions, je pense que ça ne va pas le faire du tout. Donc, effectivement, un minimum de versions à déployer au niveau des LPS, histoire de ne pas déranger trop les professionnels de santé, quoi. Oui, de partir sur une version. C'est ça. Ce que Lionel veut dire, je pense, c'est que voilà, il faudrait dire on travaille à partir de cette version-là pour tel et tel et tel éditeur, quoi. En gros, à partir de Oui, cette puis version-là, ça éviter sera intégrable et puis il sera dans les prérequis, c'est tout. éviter des mises à jour redondantes, quoi. Oui, et de Bon, partager après, il y a quand même un maintien de ces solutions qui sont faites par les éditeurs. Donc, les mises à jour redondantes, ça, on peut rien y faire. Oui, c'est normal, ça fait partie du cycle de vie du produit, ça. Mais au moins se dire qu'à partir de telle version, ça fonctionne. Partager ça peut-être. Alors, comment établir un planning projet rigoureux associant les acteurs dans un contexte où les éditeurs sont déjà sollicités avec une roadmap établie? Il y a une bonne question. Est-ce que quelqu'un veut intervenir du coup sur ce retour? Ou pas, on peut passer à la suite. Il répondre aux attentes des PS, donc gain de temps et facilité. Oui, c'est ça. Bah, les PS ont exprimé, je ne sais pas si vous aviez ces mêmes retours côté revendeur de logiciels et même au niveau des éditeurs. Nous, en tout cas, on a récolté leurs témoignages et c'est ce qu'on a au quotidien. Le médecin qui
qui parlait de la secrétaire qui doit tout imprimer, qui doit tout rentrer, ensuite scanner dans le logiciel. C'est vraiment pas du tout simple, c'est chronophage. Certificat commun à la structure libérale, secrétariat, comptoir. Est-ce que quelqu'un veut préciser ce retour-là? Oui, donc l'idée c'est bien d'avoir un certificat. En fait, aujourd'hui, on est un logiciel de pharmacien, donc on a besoin de consulter la messagerie partout dans la pharmacie, y compris au comptoir. Et aujourd'hui, c'est CPS dépendant. Donc l'idée, c'est bien d'avoir la possibilité, avec des CPE nominatifs ou des CPE classiques, de pouvoir consulter la même messagerie et pouvoir échanger avec les autres professionnels de santé. Oui, là, il y a de la carte. Ouais. Là, je vois un sujet effectivement presque plus espace de confiance enfin plus MS Santé opérateur que véritablement éditeur, hein, dans le sens où bon là, je vais faire le sujet libéral au sens large et après j'irai sur le sujet des officines. Globalement, aujourd'hui, on est pour les cabinets libéraux, les cabinets de groupe et certains regroupements de professionnels, on est un peu embêté parce que pour ouvrir notamment une boîte organisationnelle qui permettrait l'accès à l'ensemble des professionnels qui sont sous la responsabilité du professionnel de santé habilité, parce que par exemple, la secrétaire médicale n'est pas en tant que telle habilitée à échanger des données de santé, mais elle le fait sous la responsabilité du professionnel de santé. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir des boîtes organisationnelles pour permettre l'accès à des informations à ce niveau-là. Le problème, c'est que dans les cabinets de groupe, les cabinets libéraux, aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir de boîte organisationnelle facilement parce qu'il n'y a pas de finesse ou de numéro enregistré dans l'annuaire à ce niveau-là. Donc, on va travailler là. C'est un sujet qui est lancé du côté de l'espace d'évolution, la partie évolution de MS Santé, pour pouvoir créer des boîtes organisationnelles dans les structures libérales qui ne disposent pas d'identifiants, et également de s'interroger sur la délégation de boîtes, dans le sens en cas de remplacement, en cas de, enfin voilà, pour que permettre à un autre professionnel d'accéder à une boîte dont il n'est pas forcément le titulaire initial, et bien garantir la sécurité et la traçabilité des accès. Donc ça, c'est des travaux au niveau des structures libérales. Pour l'officine, je pense que la meilleure chose, parce que si l'officine est bien, donc elle dispose bien de finesse, là, on peut tout à fait imaginer une boîte organisationnelle au niveau de l'officine de pharmacie et prévoir dans les logiciels métiers l'accès à ces boîtes organisationnelles. Donc ça peut être un moyen de résoudre les choses comme ça. Au comptoir, on peut avoir ça. Vous parliez aussi de l'authentification. C'est vrai que c'est CPS dépendant pour certains services, mais il existe tout à fait des moyens d'OTP, mail, donc de login mot de passe plus mail ou plus SMS qui permettent un accès sans CPS à une boîte organisationnelle. Donc ça peut être un moyen de résoudre cette problématique-là. Est-ce que ça répond un peu à la question ? Apparemment, oui. Okay. Alors là, il faut que les éditeurs participent pour faire évoluer les logiciels. Ça, c'est tout l'intérêt du coup aussi d'en parler ensemble aujourd'hui. Beaucoup d'échanges avec les éditeurs. Est-ce que je suis pas en train de... Oui, ok. Là, je pense qu'on a fait le tour de vos retours. Julie, j'avais noté quelque chose. Bon, j'ai du mal à utiliser le. Je parlais d'expérience. J'ai parlé d'expérience client dans mon intervention. Alors, je vais mettre ma caméra. Je pense qu'il est important, mais vous le faites beaucoup déjà à La Réunion, parce qu'on l'a constaté, mais l'expérience client, c'est quelque chose qui doit être partagé par l'ensemble de l'écosystème, je dirais, qui produit le service, qui rend le service, l'ANS, les éditeurs, le grade, etc. Et cette expérience client doit être nourrie d'ergonomie, d'usage du LGC, du LPS, il doit être nourri
des informations qui seront intégrées dans le LPS directement, eu égard à ce qu'il reçoit, compte rendu biologique, compte rendu de radiologie, lettre de liaison qui sort de l'hôpital, etc. Mais je dirais, l'expérience client prise dans sa globalité doit être, à mon avis, très clairement décrite et partagée avec l'ensemble de l'écosystème. Ça me paraît fondamental. Alors, si on a fait un peu le tour des retours, je vais enlever ce qui se passe ici. Hop. Est-ce qu'il y a... Alors, nous, on arrive... hop, j'en ai ici. On arrive du coup à la fin de cette séquence. Est-ce que vous avez des questions, des réactions avant qu'on clôture? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, Oui. on va... En fait, j'avais une question, pardon, j'avais une question qui n'a pas été abordée j'aurais voulu savoir s'il y avait une possibilité de faire des tests en amont avec justement, en fait, Mathieu en parlait, mais je pense que ça va être en développement, mais des kits de patients. Par exemple, nous, en tant que déployeur d'un logiciel dans l'île, on aurait voulu, par exemple, faire des tests et faire des essais sur des aspects techniques comme la MSS ou autre, mais comme on n'est pas professionnel de santé, qu'on n'a pas de finesse ou de niveau d'enregistrement, on ne peut pas le faire. Par contre, on a des kits de déploiement ou des kits de tests qui nous sont envoyés par tout ce qui est Asile Santé, des choses avec des numéros génériques. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas s'inscrire sur la MS Santé ou MSOI avec des kits santé de tests. Est-ce que ça sera déployé, ce sera possible à l'avenir? Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse. J'arrive, me voilà, le temps que la son se réactive. Il y a déjà, en fait, alors il faudrait qu'on revérifie ensemble, potentiellement on peut s'échanger. Je pense que je ne sais pas s'il y aura les coordonnées, peut-être dans la présentation, ça peut être intéressant que vous puissiez me transmettre un mail pour qu'on creuse un peu l'ensemble du parcours de test que vous voulez mettre en place. Je pense que ça nous permettra ensuite, justement, sur les outils, de voir. Parce qu'il y a déjà un espace de confiance de test qui peut être intéressant d'explorer en partenariat avec un opérateur qui a accès justement à cet espace de confiance de test. Et donc, on peut regarder dans ce cadre-là et puis voir aussi pour la suite sur les outils de test plus d'interfaçage, comment on peut mettre en place les choses. Je pense qu'on peut en rediscuter ensemble et puis ça profitera. Et puis après, on repartagera à l'ensemble de la communauté les possibilités. Ouais. Mathieu, alors je vais mettre ma caméra aussi. Du coup, oui, ça m'intéresse aussi de faire partie de la boucle. Pourquoi? Parce qu'on pourrait peut-être trouver des solutions en interne pour faire ces tests. Aujourd'hui, ce que nous on fait sur nos plateformes, c'est que on a aussi ces kits avec ces cartes CPS, etc. Ou même avec nos cartes CPS, nos cartes CPE, pardon. Et du coup, on a la possibilité en fait de rajouter ces identifiants sur des comptes OIST Pro qui vont nous permettre de nous connecter à la plateforme, de créer des messageries sécurisées de santé et de voir en fait comment ça interagit derrière. Après, je ne sais pas comment on pourra justement interfacer ça pour les outils qu'on va utiliser, donc les LPS, mais je veux bien qu'on soit mis dans la boucle pour travailler ensemble là-dessus. Au contraire, moi je trouve ça bien, en plus ça donne un opérateur concret, etc. C'est plutôt bien. Ouais. Faisons ça. Je laisse peut-être Monsieur Fontaine nous faire un petit mot pour qu'on ait bien les coordonnées et puis qu'on voit ça ensemble. Ok, c'est bon pour moi. Merci bien. Est-ce qu'il reste des questions ou des interventions? En tout cas, merci pour vos idées que vous avez partagées sur Mentimeter. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à la fin. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer le support. On va vous remettre, parce que du coup, oui, effectivement, il n'y avait pas les contacts. On va vous remettre nos contacts à Anesthesie CGSS. Et comme ça, vous pourrez revenir vers nous si vous avez des questions ou autres. Merci à tous. C'est bien. Merci. Au revoir. Merci. Merci.
Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.